Je dois vous quitter parce que je dois intervenir sur un autre colloque prévu de longue date qui a été prévu avant, sur Mitterrand et la défense, donc on n'est pas tout à fait en dehors du sujet lorsque l'on parle d'indépendance de la France. Mais je tenais à venir par amitié et par respect pour toi. C'est toujours un plaisir de venir. J'ai des nombreux et fructueux débats avec Jacques Miard. Nous sommes en fait parfois en désaccord, nous sommes plus souvent en accord en fait, il faut quand même bien le dire, mais en tous les cas c'est toujours riche parce que c'est toujours libre. Et effectivement, la composition du plateau que tu as fait pour ce colloque montre bien que tu ne recherches pas la pensée unique, mais au contraire, tu recherches un peu la confrontation d'idées pour avancer dans la réflexion, et c'est également la marque de fabrique de l'IRIS, et c'est pour cela que nous avons plaisir à travailler ensemble, et donc je parle sous ton contrôle, puisque tu es mon supérieur hiérarchique en tant que membre du conseil d'administration de l'IRIS, dont je ne suis que le directeur et non pas le président. Alors parler de l'indépendance, de la politique indépendante de la France, ça remonte bien sûr finalement à la Ve République, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que sous la IVe République, on ne se posait pas la question. Une politique étrangère peut être faite d'indépendance, elle ne peut pas être totalement indépendante, elle doit s'inscrire dans le cadre d'une action. Il y a des contraintes, la contrainte qui sont simplement l'action des autres puissances, la contrainte des moyens, la contrainte des réalités, mais ces contraintes ne doivent pas être le signe d'un renoncement. Et le réalisme, le véritable réalisme, ne consiste pas à dire que l'on ne peut rien faire parce que les autres s'opposent, mais consiste à tenir compte d'un rapport de force pour le modifier et voir quels sont, par rapport à un rapport de force établi, par rapport à une structure établie, quelles sont les marges de manœuvre que notre pays peut avoir. Et on voit bien qu'on est passé d'une IVe République où, même si le pays, il ne faut pas tirer un bilan trop négatif de la IVe, le pays s'est relevé économiquement, mais en termes englués dans les guerres coloniales, en termes d'indépendance, il y avait renoncé et il s'était arrimé à la politique américaine en donnant les clés finalement de sa politique étrangère à une puissance extérieure, sans trop de retour, puisque lorsque la France demandait à l'aide des États-Unis, ceci n'était pas là, sauf bien sûr dans un contexte est-ouest général. Ce qui a changé, c'est bien sûr la Ve République avec la mise en place d'une politique tout à fait différente en 2 temps, avec le solde des guerres coloniales qui a débarrassé finalement la France de ce boulet. Et De Gaulle, dans cet esprit-là, l'a fait pour pouvoir mener une politique à son goût, mener une politique dont le maître mot était l'indépendance et dont le maître mot, le guide, était que peut faire la France dans un monde compliqué, dans un monde où les rapports de force ne sont pas favorables, et quelles sont les possibilités pour la France. Et le grand paradoxe, c'est que François Mitterrand, qui avait critiqué le général de Gaulle sur sa politique étrangère et sur sa politique intérieure, sur les 3 points essentiels finalement, constitution d'une force nucléaire, appelée à l'époque force de frappe, sortie de la France des organes militaires intégrés de l'OTAN et alliance avec Israël au détriment des pays arabes, Mitterrand avait critiqué De Gaulle sur ces 3 points majeurs et il a repris sa politique, ce qu'on a appelé par la suite le gaulo-mitterrandisme. Le gaulo-mitterrandisme, c'était effectivement une politique faite d'indépendance par rapport aux États-Unis, une alliance, mais une alliance on était, pour reprendre la formule, alliés mais non alignés. Donc il y avait effectivement une alliance avec les États-Unis qui était d'une nature différente des relations que la France avait avec l'Union soviétique. Il y avait un partenariat avec l'Union soviétique, une alliance avec les États-Unis, mais l'alliance, notamment grâce à l'indépendance que donnait l'outil nucléaire militaire, permettait de ne pas être dans une relation de peur avec l'Union soviétique, puisque la France assurait sa propre défense, et donc de n'être pas dans une relation de dépendance à l'égard des États-Unis, puisqu'on ne comptait pas excessivement sur eux pour notre sécurité. Cette politique, ce gaulo-mitterrandisme, a donné à la France une place supérieure à son propre poids. Et effectivement, nous avions pendant la guerre froide une rente de situation qui était due à cette position spécifique lancée par De Gaulle, enrichie par Mitterrand à sa propre manière, et qui, d'une façon ou d'une autre, a été suivie. Et le grand paradoxe, c'est que, alors que et De Gaulle et Mitterrand avaient appelé de leur vœu la fin de l'ordre de Yalta, même si le monde bipolaire n'était pas issu de Yalta, mais ça c'est une affaire d'historien, aussi bien Mitterrand que De Gaulle avaient appelé de leur vœu le déplacement de la logique des blocs, le grand paradoxe, c'est lorsque ça a été obtenu, avec l'effondrement du monde bipolaire, eh bien la France finalement a vu le succès de sa politique venir finalement diminuer son statut, puisque cette rente de situation dans un monde bipolaire n'existait plus, le monde bipolaire ayant pris fin. Et que cette vision d'un pays qui était à la fois occidental, mais n'ayant pas une politique occidentaliste,
qui était en bonne relation avec l'Union soviétique sans adhérer au bloc communiste, cette position spécifique qui, dans l'ensemble de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, qui n'existe plus, nous donnait une aura tout à fait particulière, une marge de manœuvre tout à fait particulière et un rôle tout à fait spécifique, eh bien il fallut le réinventer. Et finalement, lorsque la guerre froide a pris fin, lorsque le monde bipolaire a pris fin, la grande question c'est de savoir si le gaulo-mitterrandisme peut survivre au cadre conceptuel et au cadre historique qu'il a fait naître. Alors, bien sûr, le gaulo-mitterrandisme fait tel qu'il était pratiqué pendant le monde bipolaire ne peut plus s'appliquer en tant que tel, le cadre a disparu. Mais dire que la France devrait renoncer à toute politique indépendante et dire que la France devrait finalement rentrer dans le rang, soit s'arrimer au wagon européen parce que plus rien n'est à faire, soit parce que la menace terroriste étant, ou islamiste, avec une confusion parfois entre les deux, étant tellement grande qu'il faut finalement se mettre sous la bannière des États-Unis d'un seul bloc parce que c'est une menace existentielle et que nous ne pouvons pas y faire face seuls. Il y a cette tentation. Et finalement, aux dérives atlantistes de la 5e, du début de la 5e, il y a maintenant les dérives occidentalistes, de dire que le bloc occidental est un bloc, justement, qu'il est en danger, qu'il doit faire front commun afin de lutter contre le reste. C'est un peu, à mon sens, une politique qui nourrit le danger qu'elle entend dénoncer. Et effectivement, si la France se dit puissance occidentale et n'être que cela, elle se réduit elle-même. La France est à la fois un pays occidental, mais n'est pas que cela. Et toute la richesse de la politique française, c'est justement d'être un peu plus qu'un pays occidental, et même dans un monde qui n'est plus bipolaire, mais on sent bien qu'il y a des tentations d'opposer the West versus the Rest, eux et nous, et que ces tentations, disons, toujours manichéennes, dans un monde bipolaire où ce serait plus l'Est contre l'Ouest, mais l'Ouest contre tous les autres, englobés, eh bien cette tentation existe, et je pense qu'il faut combattre cette tentation, parce que tout simplement, elle ne correspond pas à l'ADN stratégique français, et elle ne correspond pas à nos intérêts. Et si nous voulons rayonner, si nous voulons, dans un monde globalisé, où les autres sont de plus en plus nombreux, où le monde occidental a perdu le monopole de la puissance qui avait été le sien pendant 5 siècles, et en tous les cas au cours des 50 dernières années, eh bien, si nous voulons réagir et nous adapter à ce monde nouveau, ce n'est certainement pas en suivant des chimères du passé, d'un passé assez lointain, et en tous les cas d'un passé révolu. On peut toujours rêver au paradis perdu, ils ont rarement existé, personne en tous les cas ne peut témoigner les avoir vus, et c'est plutôt une illusion que de vouloir les poursuivre. Donc il faut adapter notre politique à cela. Et donc adapter notre politique à cela, c'est de dire effectivement, la France a toujours un message spécifique. La France a un message particulier. Ça ne veut pas dire d'avoir l'illusion que notre flamme va éclairer le monde, ça ne veut pas dire de tomber dans un défaut bien connu et un peu aussi spécifique à la France de l'arrogance. Mais je pense que la plupart de nos responsables de droite et de gauche y ont renoncé par réalisme. Ça veut dire que, sans penser que l'on peut diriger le monde, on a un message spécifique et notre intérêt national est compatible avec l'intérêt commun. La défense que nous faisons des Nations Unies, c'est l'intérêt commun que les Nations Unies aient un rôle plus important, c'est également notre intérêt comme membre permanent. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est notre intérêt parce que nous vivons dans ce monde et qu'il n'y a pas de plan, comme le dit Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B tout simplement, mais nous allons être l'hôte de la conférence COP21 et c'est aussi donc notre intérêt national que celle-ci réussisse, mais en même temps c'est l'intérêt commun de l'humanité. C'est notre intérêt que la crise ukrainienne soit diffusée, qu'elle revienne en arrière, que l'on trouve une solution à cela, et c'est l'intérêt de l'Europe et c'est l'intérêt du monde que cette crise, dans des circonstances particulières, ne dégénère pas en conflit, bien qu'il y ait des nostalgiques qui dénoncent un climat de guerre froide tout en employant le langage, voire les méthodes d'action, et qui donc nourrissent encore le mal qu'ils disent vouloir combattre. Et donc, je crois qu'il y a toujours, même dans un monde qui n'est plus bipolaire, dans un monde qui est en recomposition constante depuis 25 ans, dans un monde où les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance, justement, la France a intérêt de se montrer comme n'étant pas un pays purement occidental, au moment même où celui-ci est un peu plus effacé, et jouer sur ce caractère, je dirais pas dual, mais multiforme. La France est un pays qui, traditionnellement, passe des accords avec les pays émergents, ce qu'on appelle les grands pays du Sud auparavant, du tiers-monde. Elle doit continuer cela. Alors, pour faire un rapide bilan des 3 ans, puisque c'est bientôt, où on a dû,
enfin les 3 ans de la politique de François Hollande. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un cadre atlantiste ou occidentaliste, ou est-ce qu'elle s'inscrit dans un cadre gaulo-mitterrandiste? Je pense en toute honnêteté que c'est en fait ni l'un ni l'autre, parce que Hollande est avant tout un pragmatique et qu'il ne veut pas s'enfermer dans un schéma conceptuel, et il pense qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et donc il n'est pas vraiment adepte de cela, même si son ministre des Affaires étrangères, lui, a plus commencé un travail de conceptualisation de cela. Si on regarde ce qui a été fait depuis 3 ans, il y a un peu les deux. Peut-être que la France est partie, comme François Hollande avait annoncé un retrait des troupes françaises d'Afghanistan en avance par rapport au calendrier, il a voulu payer sa dette par rapport à Barack Obama, qui ne lui a pas fait campagne là-dessus, en étant peu regardant sur le sommet de l'OTAN, en étant peu offensif sur le mur, le système de défense antimissile, qui est quand même un problème assez important dans les relations internationales, et en ne revenant pas sur ce qu'il avait critiqué dans l'opposition, sur le retour dans les instances militaires intégrées de l'OTAN. Par la suite, si on prend les grands dossiers, et notamment l'évolution, on peut penser quand même qu'au fur et à mesure, il y a une affirmation. On a certainement que ni De Gaulle ni Mitterrand n'auraient refusé le survol de l'avion d'Evo Morales parce que quelqu'un aurait pu, parce que Snowden aurait pu être dedans. Et donc là, c'était vraiment quelque chose de très en avant dans le monde occidental. Mais sur la période récente, on peut dire quand même que la ligne gaulo-mitterrandiste, sans être revendiquée, est plus incarnée par les décisions récentes. Je pense que l'accord de Minsk II, qui a été signé entre les présidents Poutine, Poroshenko, la chancelière Merkel et le président Hollande, est un succès pour la France. Elle correspond à cette ligne. Elle permet de revenir en arrière. Elle permet de montrer que la diplomatie, ça paye. Elle permet de montrer que ceux qui étaient tentés par une solution militaire en armant l'Ukraine pour équilibrer, je ne vois pas autrement, enfin, la population civile ukrainienne aurait été la première victime de cela. Là, c'est quelque chose qui est un peu dans cette ligne, et c'est quelque chose, c'est un succès pour l'Europe. Il ne faut peut-être pas dire voici venir l'or de l'Europe, comme on l'a dit un petit peu prématurément en 92, mais c'est un succès européen, d'autant plus que les Américains ont été absents de cela, que les Britanniques aussi. D'ailleurs, on voit bien, avec les élections en Grande-Bretagne, c'est un succès pour Cameron, mais les Britanniques ne pèsent plus aux États-Unis, ne pèsent plus tellement en Europe, et du coup, il y a peut-être un espace pour rebondir et pour arriver un peu plus. François Hollande a été reçu aussi au sommet, premier chef d'État occidental à être invité au sommet du Conseil de coopération du Golfe, parce que ces pays ont des inquiétudes par rapport à la garantie, de la crédibilité de garantie américaine, la remise en cause du pacte du Quincy du fait de l'indépendance pétrolière et énergétique des États-Unis. Et là, cela illustre finalement les réticences de la France par rapport à l'accord nucléaire avec l'Iran, pour le durcir, montre bien que ce n'était pas dans un tournant néoconservateur, mais c'est dans un cadre global, et que la France a bénéficié de cette position avec une aura. Alors la France ne va pas se substituer aux États-Unis dans le Golfe, mais en tous les cas, elle compte plus qu'elle ne comptait dans la période récente, et les pays comptent plus sur elle, et là, elle joue son rôle qui ne se laisse pas dicter une conduite par un pays extérieur. Fallait-il intervenir en Syrie, etc. Là, c'est un autre débat. Je pense personnellement que, quelles que soient les complications en Syrie, la France ne peut pas se permettre de se lancer dans une opération militaire sans feu vert du Conseil de sécurité. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. C'est un joyau pour notre statut, et nous ne pouvons pas affaiblir ce statut. Et donc, il faut trouver un accord là-dessus et y travailler à cet accord. Et si un accord n'est pas trouvé au Conseil de sécurité, on paye un peu le prix de l'affaire libyenne et du passé récent. Mais il faut travailler à cela. Mais en tous les cas, et puis il y a quand même le succès des interventions au Mali et en Centrafrique. Rien n'est réglé tout à fait, mais ce qu'il faut voir, c'est quelle aurait été la situation si l'intervention n'avait pas eu lieu. Et on parle de nos accords avec les Russes, et j'en parle devant monsieur l'ambassadeur Orlov. Finalement, nous avons avec la Russie un désaccord sur la Syrie. Nous avons avec la Russie des discussions compliquées sur l'Ukraine, mais sur le Mali et sur l'Iran, nous avons travaillé ensemble. Et donc ça prouve bien que sur bien des points, nous pouvons travailler ensemble. Et c'est là finalement tout à fait l'incarnation, même si ce n'est pas revendiqué, d'une ligne gaulo-mitterrandiste. Nous travaillons avec les États-Unis sur certains points. Ce dialogue n'est pas exclusif d'un dialogue avec la Russie ou d'un dialogue avec les autres pays émergents. Donc c'est vrai que la place naturelle de la France est forcément moins forte qu'elle n'était
de par la double évolution de la fin du monde bipolaire et de la fin du monopole occidental sur la puissance, de l'émergence des autres pays qui, je dirais, naturellement, rendent la position française plus compliquée. Être dans une Europe à 28 nous relativise forcément le rôle que l'on avait par rapport à l'Europe à 6, voire même à 12. Mais cela ne doit en rien être un frein à l'ambition. Cela ne doit être en rien un prétexte, pour ne pas dire un motif, plutôt un motif pour ne pas dire un prétexte, à l'inaction ou au fait de raccrocher. La France n'est pas un wagon qui se raccroche à une locomotive, c'est une locomotive. En politique extérieure, elle doit garder ce cap indépendant, tout simplement parce que c'est son intérêt. Parce que tout simplement, on attend cela dans le monde extérieur, et que moi qui suis spécialiste d'aucune région et qui donc me balade un peu partout, je vois bien que sur tous les continents, il y a non pas une demande de France d'apporter des choses extraordinaires, mais il y a quand même un appel pour que la France conserve cette ligne spécifique qui a fait quand même sa fortune sur le plan diplomatique, en tous les cas, qui a fait sa spécificité, qui a fait qu'elle a des positions respectées, et nous aurions tort de vouloir arrêter cela, parce que c'est ça qui renforce notre position, et c'est en cela qu'il y a vraiment quelque chose à défendre et à promouvoir. Et je pense que tous ceux, au-delà finalement des lignes, des clivages partisans, nous pouvons ne pas être d'accord sur la réforme du collège et 35 heures, etc., mais je pense que droite et gauche, il y a une majorité pour défendre cette ligne, et je m'en félicite, parce que tout simplement, c'est l'intérêt national. Bravo.